Ma femme est rentrée à la maison et l'a trouvée vide, sans argent, sans téléphone. Des semaines plus tard, elle m'a retrouvé et m'a dit quelque chose de choquant. Je n'étais pas censé être là. Elle ne m'avait pas invité, n'en avait pas parlé jusqu'à la dernière minute, et ne me l'a dit que parce que je l'ai surprise au téléphone en train de dire « Non, il ne vient pas. Ce sera juste moi. » C'était vendredi dernier. J'étais dans le couloir en train de réparer la grille de ventilation du plafond qui n'arrête jamais de cliqueter quand j'ai entendu sa voix, calme, élégante, un peu trop enjouée pour quelqu'un qui laisse la vaisselle dans l'évier pendant des jours. Elle se préparait, bouclant ses cheveux devant le miroir de la salle de bain, parlant comme si je n'existais pas, comme si j'étais un colocataire qu'elle tolérait. Mon estomac s'est noué, alors j'ai demandé, sans agressivité, juste un murmure, « C'est quoi l'événement ce soir ?» Elle s'est figée. Cette demi-seconde de pause avant qu'elle ne dise « Oh, c'est juste un petit truc du travail. » Un de ces dîners formels. Très corporate, très ennuyeux. Ça ne te plairait pas. Puis elle a enfilé cette robe noire que je n'avais pas vue depuis des années, celle qu'elle portait quand elle voulait marquer les esprits. Coiffure parfaite, des talons aiguilles acérés comme des couteaux, un rouge à lèvres de teinte trop audacieux pour être corporate et ennuyeux. Alors oui, je l'ai suivi. Je sais, ça a l'air pathétique, mais je ne me suis pas faufilé. J'ai juste pris ma voiture après son départ, attendu 10 minutes, et je me suis présenté sur les lieux comme si j'y avais ma place. Elle m'avait dit un jour où son patron aimait organiser ses événements, un club privé sur un toit-terrasse avec des baies vitrées et des desserts minuscules que l'on mange avec des fourchettes plaquées or. Je suis entré sans dire un mot. J'ai simplement pénétré dans la salle, balayé la foule du regard et je l'ai trouvée en quelques secondes. Et à la seconde où elle m'a vu, son sourire s'est évanoui. Elle se tenait à côté de son patron, flanquée de quelques collègues à l'allure élégante dans des costumes coûteux. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine. Moi, j'avais l'air de sortir d'une station-service, mais je m'en fichais. Je suis allé directement au bar et je suis resté là. Elle n'est pas venue me voir. Elle ne m'a même pas accordé un regard. Pendant 40 minutes, je suis resté dans cette pièce comme un fantôme. Elle évitait mon regard, riait un peu plus fort, touchait l'épaule de son collègue, chuchotait à l'oreille de quelqu'un d'autre. Tout son langage corporel criait une chose, il n'est pas avec moi. Personne ne m'a salué. Personne ne m'a demandé qui j'étais. Je l'ai observé de loin, essayant de me convaincre que ce n'était pas ce que ça paraissait, mais j'ai déjà été ignoré auparavant. C'était différent. C'était délibéré. Alors, je suis parti. En silence. Pas de texto, pas de confrontation. J'ai pris l'ascenseur seul, longé une rangée de voitures de luxe, suis monté dans ma vieille Renault rouillée et je suis resté assis là, agrippant le volant avec des mains tremblantes. 7 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Marion, où es-tu ? 10 secondes après, s'il te plaît, reviens. Je ne savais pas que tu venais. Un autre. Je suis désolé. Juste, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais j'étais déjà à mi-chemin sur l'autoroute, roulant dans un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le genre qui ne crie pas, qui ne pleure pas. Il confirme juste ce que vous saviez déjà. Quand j'ai quitté le toit-terrasse ce soir-là, je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas envoyé de message dramatique ou écrit un long post passif-agressif en ligne. J'ai juste conduit. Pas de musique, juste la route et la prise de conscience que quelque part entre « je t'aime » et « je rentrerai tard » j'avais cessé de faire partie de son histoire. Elle m'a envoyé 5 textos sur le chemin du retour, puis a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Non par dépit, mais parce que je ne savais pas quoi dire. Que dites-vous quand la personne autour de qui vous avez construit votre vie vous regarde comme un étranger dans la file d'un café ? Je suis rentré le premier. Je me suis assis dans la cuisine un moment, fixant la plante que nous n'oublions jamais d'arroser. J'ai attendu, ne sachant pas si je voulais qu'elle franchisse la porte ou qu'elle ne rentre jamais. Il était près de minuit quand elle est finalement arrivée, le claquement de ses talons, son parfum traînant derrière elle comme si elle était encore à cette fête. Elle est entrée avec assurance, faisant défiler son téléphone, répétant probablement des excuses ou une version déformée des événements qui ferait passer ma réaction pour excessive. Mais à la seconde où ses yeux se sont posés sur la table de la salle à manger, elle s'est figée. La clé avait disparu. J'avais retiré ma clé de maison de son anneau, non pas pour être dramatique, non pas comme une grande menace,
juste comme un signal silencieux, parce que je n'allais plus être celui qui court après. Elle est restée là, à fixer le crochet vide pendant 10 bonnes secondes. Je l'observais depuis le couloir, juste hors de sa vue. Je pouvais dire qu'elle savait. Pas tout. Pas encore, mais assez. Assez pour réaliser que quelque chose avait changé. Elle a appelé mon nom, doucement d'abord, puis plus fort. Quand je suis apparu dans la lumière, elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je crie, que je pleure ou que je supplie, mais je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste demandé, pourquoi as-tu menti? Son visage s'est décomposé. Pardon? De quoi tu parles? Tu as dit à quelqu'un au téléphone que je ne venais pas. Tu as dit que c'était juste un truc de travail ennuyeux, mais tu t'es habillé comme si tu essayais d'être inoubliable. Tu as souri comme si je n'existais pas. Et quand je me tenais à 3 mètres de toi, tu as fait comme si tu étais seul. Elle a essayé de nier. A bafouillé. A dit des choses comme « ce n'était pas le bon moment » et « tu as mal interprété les choses ». Et ma préférée, « tu en fais toute une histoire ». C'est à ce moment-là que je me suis finalement assis et que j'ai dit « alors, dis-moi ce que c'était ». Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a de nouveau regardé son téléphone comme si peut-être quelqu'un lui avait envoyé une meilleure excuse par texto. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé de tromperie. Je n'en ai pas eu besoin. Le silence a fait tout le travail. Et puis, la chose la plus choquante s'est produite. Elle s'est mise à pleurer, mais pas le genre de larmes qui viennent de la culpabilité. C'était des larmes de frustration, de colère, comme si elle m'en voulait d'avoir gâché sa soirée. Elle a dit que je l'avais embarrassée. Que le fait de me présenter sans y être invité avait compliqué les choses avec son patron. Qu'il avait demandé qui j'étais et qu'elle ne savait pas quoi dire sans créer de confusion. J'ai demandé, de la confusion à propos de quoi? Du fait que tu es marié ou que tu ne veux plus l'être? C'était la première fois qu'elle n'avait pas de réponse. Elle est restée là, son mascara commençant à couler, et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu n'as jamais été censé faire partie de ce monde. Et j'ai juste murmuré en retour, je sais. Puis je suis passé devant elle, j'ai monté les escaliers et j'ai fermé la porte de la chambre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café frais. C'était son offrande de paix, la façon dont elle essayait toujours de faire comme si les choses ne s'étaient pas produites. Elle faisait teinter la tasse sur le comptoir, fredonnait une petite mélodie, agissait comme si tout allait bien, comme si la nuit précédente n'était qu'un mauvais rêve. Mais je n'allais pas jouer le jeu cette fois. Je suis entré dans la cuisine et elle était là, assise sur le tabouret de bar, regardant son téléphone, le faisant défiler comme s'il contenait la réponse à ce qui allait suivre. Quand elle m'a vu, elle a souri comme si nous étions juste 2 personnes un samedi matin normal. Elle a fait un geste vers le café. J'ai fait ton préféré, a-t-elle dit, comme si cela pouvait réparer le fait qu'elle m'avait pratiquement effacé de sa vie publique. Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas touché au café. Au lieu de cela, j'ai posé une simple question. Pourquoi? Son regard a vacillé. Quoi? À la fête. Ce type au blazer bordeaux, celui que tu ne pouvais pas t'empêcher de toucher? C'est pour ça que tu ne voulais pas de moi là-bas? Elle n'a pas nié savoir de qui je parlais. Rien que ça, ça m'a tout dit. C'est juste un collègue, a-t-elle dit prudemment. Ce n'était pas comme ça. Tu tires des conclusions hâtives. Non, Marion, ai-je dit, ma voix tremblante. Je n'ai pas tiré de conclusion. Je me suis tenu dans une pièce remplie de gens qui me regardaient comme si j'étais une erreur que tu avais oublié de supprimer. Je t'ai regardé rire avec lui comme si je n'avais pas existé dans ta vie depuis 5 ans. Elle a de nouveau baissé les yeux sur son téléphone, comme s'il pouvait lui fournir un script à suivre, mais j'en avais fini d'être poli. Tu as dit que je n'appartenais pas à ce monde, ai-je continué. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne corresponds pas à ta nouvelle image soignée. Mais ne prétends pas que j'imagine la façon dont tu m'as traité hier soir. Elle s'est levée brusquement. Tu ne comprends pas, Étienne. Cette soirée était importante. Je travaille depuis des mois pour entrer dans ce cercle, pour faire mes preuves. Toi, en te présentant comme ça, tu as rendu les choses plus difficiles. Sidéré. Donc, il ne s'agissait pas de t'embarrasser. Il s'agissait pour toi de t'intégrer à eux. Elle a hésité. C'est tout ce dont j'avais besoin.
Je suis resté à la maison quand tu l'as demandé. Je t'ai soutenu quand tu travaillais tard. J'ai trouvé des excuses à la famille quand tu as arrêté de venir au dîner. Je me suis même convaincu que j'étais peut-être paranoïaque. Mais en te regardant hier soir, ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la clarté. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée là, les lèvres pincées en une ligne fine, comme si elle essayait de retenir des mots qu'elle ne voulait pas admettre. Alors, je lui ai donné autre chose à la place. J'ai réservé un hôtel pour quelques jours. Ne t'inquiète pas, je serai parti avant le dîner. Cela a attiré son attention. Tu pars? J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Du vrai espace. Pas le genre où je fais semblant que ça ne fait pas mal quand tu m'effaces devant toute ton entreprise. Elle m'a suivi dans le couloir, essayant de raisonner, essayant de dire que tout était un malentendu, qu'elle ne voulait pas que ça paraisse comme ça, que j'en faisais toute une histoire. Mais quand j'ai atteint la chambre, je lui ai montré la valise déjà faite. Je n'essaie pas de te punir, ai-je dit. Mais je ne resterai pas là où on ne veut pas de moi. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là, les bras croisés, les yeux remplis d'un cocktail d'émotions que je ne pouvais même plus déchiffrer, fierté, peur, peut-être même regret. En sortant par la porte d'entrée pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme un fantôme dans ma propre vie. L'hôtel n'avait rien d'extraordinaire. Une chambre au premier étage au-dessus d'une pizzeria démodée avec des lumières de couloir vacillantes et un distributeur automatique qui avalait les pièces. Mais d'une manière ou d'une autre, cette chambre miteuse me semblait plus un foyer que la maison que j'avais laissée derrière moi. Pas de filtre, juste moi, le bourdonnement du ventilateur de plafond et le genre de paix creuse qui suit l'épuisement émotionnel. Je n'avais pas prévu de dire à qui que ce soit ce qui s'était passé. Je ne voulais pas rendre ça public, mais la vie a une façon de mettre les choses en lumière, surtout quand quelqu'un a soigneusement repeint les fissures. Ça a commencé par un appel de ma sœur Danielle. Elle a dit qu'elle avait croisé Marion plus tôt ce matin-là dans un café près de son bureau. Apparemment, Marion agissait comme si de rien n'était, elle a même souri et dit que nous prenions juste un peu de distance pour nous ressourcer. Danielle a dit qu'elle avait l'air presque soulagée, comme quelqu'un qui a évité une balle. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas me défendre, et je n'étais pas prêt à expliquer, alors j'ai dit, ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai laissé tomber. Mais c'est là que la partie étrange a commencé. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Juste 2 lignes. Vous ne me connaissez pas, mais je suis au courant pour Marion et Didier. Je pensais que vous devriez savoir, vous aussi. En pièce jointe, une photo. Floue, mais assez claire. Marion, assise dans ce qui ressemblait à une banquette de bar, sa main posée sur le torse du même type de la soirée sur le toit terrasse, blazer bordeaux et tout. Il avait son bras autour de sa taille. Elle avait les yeux fermés comme si elle riait ou chuchotait quelque chose. Ce n'était pas professionnel, loin de là. J'ai fixé cette image pendant plus d'1 heure, zoomé, dézoomé, essayé de rationaliser. Peut-être qu'elle était vieille, peut-être qu'elle était retouchée, mais au fond de moi, je savais que non. Je connaissais sa façon d'agir avec lui, la façon dont elle m'avait écarté comme si j'étais de la mauvaise publicité. Tout concordait. Et puis on a frappé. Pas à la porte de l'hôtel, mais à celle de la maison. J'étais retourné chercher des documents dans le classeur de notre bureau à domicile. J'espérais qu'elle serait au travail, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Elle a ouvert la porte avec ce regard de biche effarouchée prise dans les phares, comme si elle avait vu un fantôme. Je suis passé devant elle sans un mot et je suis allé directement au tiroir. Mais à peine 1 minute plus tard, la sonnette a retenti et il est entré, blazer bordeaux, grand, posture arrogante. Didier. Les yeux de Marion se sont écarquillés comme si elle ne s'attendait pas à le voir débarquer, ou peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois encore là. Il m'a regardé, puis elle, puis de nouveau moi. Personne n'a dit un mot. Pendant 10 bonnes secondes. Puis il a eu un petit rire, un son grave et suffisant. Alors, c'est gênant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'ai juste demandé, sans me retourner, lui as-tu dit que j'avais déménagé? Ou est-ce juste une heureuse coïncidence? Elle n'a rien dit. Absolument rien. Ce silence, il était plus fort que n'importe quel aveu. Didier a levé les mains comme s'il essayait d'être le plus mature.
Écoute, je ne suis pas venu ici pour chercher les ennuis. Je pensais que tu serais déjà parti. Je me suis finalement tourné vers lui. Crois-moi, moi aussi. Il a de nouveau souri d'un air suffisant, mais ça n'a pas eu l'effet escompté car Marion s'est soudainement interposée entre nous et a dit d'une voix brutale que je ne reconnaissais pas, « Tu dois partir maintenant. » Il avait l'air confus. « Tu as dit. » J'ai dit, « Pars. » Quelque chose s'était brisé dans sa voix, une sorte de panique qui n'était pas là avant. Didier l'a fixé une seconde, puis a ricané et est sorti. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence entre nous était suffocant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Depuis combien de temps? Elle n'a pas pleuré, n'a pas nié, a juste murmuré, depuis mai. Ça faisait 5 mois. 5 mois de dîner, de lit partagé, de rire à mes blagues pendant qu'elle lui envoyait des textos sous la table. 5 mois à faire semblant que je comptais encore. Je suis sorti sans un autre mot. Mais je ne faisais plus que m'éloigner. Je me préparais à disparaître complètement. Et je savais exactement comment faire. Je ne suis pas retourné à l'hôtel cette nuit-là. Je n'ai même pas conduit loin. Je suis juste resté assis sur le parking d'une jardinerie fermée, regardant la condensation se former sur mon pare-brise alors que mon monde continuait de s'effondrer. Il y a quelque chose d'indescriptible dans le fait de réaliser que vous n'étiez rien de plus qu'un substitut dans l'histoire de quelqu'un d'autre, la toile de fond fiable de leur double vie. Je n'étais plus en colère, même plus le cœur brisé. J'étais quelque chose de plus froid, de plus concentré. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai trouvé exactement ce dont j'avais besoin. Il y a 6 mois, Marion avait insisté pour que nous passions à un cloud partagé. Elle disait que cela simplifierait les finances et les affaires domestiques. Elle l'avait même connecté à son email professionnel. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, j'ai ouvert un dossier intitulé « Reçus et relevés » et j'ai parcouru les sauvegardes qu'elle n'avait jamais supprimées. C'est là que je les ai vues. Des réservations de dîner pour 2 dans des endroits qu'elle n'avait jamais mentionnés. Des reçus de VTC vers des adresses que je ne reconnaissais pas. Un arrêt récurrent dans un complexe d'appartements de luxe de l'autre côté de la ville. Pas son bureau, pas sa salle de sport, pas un endroit où elle avait une raison d'être. Ma main tremblait, mais pas de nervosité, de clarté. Elle avait construit toute une vie parallèle, soigneusement, tranquillement, et j'en avais financé des morceaux sans même le savoir. Le lendemain matin, j'ai rencontré une avocate, une femme nommée Laure. Calme, professionnelle, au regard perçant. Je n'ai même pas eu besoin de tout expliquer. Je lui ai juste montré les reçus, la photo, le silence de la nuit de la fête. Elle a hoché la tête lentement et a dit, « Si vous voulez vous en sortir, nous pouvons faire ça proprement. Mais si vous voulez qu'elle le sente passer, nous le ferons intelligemment. » Nous avons gelé le compte joint. J'ai redirigé mes fiches de paie. J'ai déplacé tous mes documents personnels dans un coffre-fort. Et surtout, j'ai appelé le propriétaire, car bien que la maison soit à nos 2 noms, le renouvellement du bail approchait et elle avait oublié de déposer les documents de prolongation. J'ai demandé qu'ils soient mis à mon nom seul, avec effet immédiat. Le propriétaire a accepté, citant des incohérences récentes dans ses contributions au loyer. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste signé. Puis est venue la pièce finale. Ce week-end-là, Marion avait le gala d'innovation d'automne de son entreprise. Un grand événement. Tous les employés devaient y assister avec leur +1. Je savais qu'elle ne m'amènerait pas. Elle n'oserait pas. Pas après tout ça. Mais je savais aussi quelque chose qu'elle ignorait. Le nouveau consultant juridique de son cabinet, celui qu'il venait d'embaucher pour superviser les contrats de partenariat, était quelqu'un avec qui j'étais allé à l'université, Émile. Nous n'étions pas proches, mais nous étions restés vaguement connectés sur LinkedIn. Alors, je lui ai envoyé un message. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire larmoyante, j'ai juste demandé si je pouvais être ajouté à la liste des invités pour le gala sous un prétexte de réseautage. Émile n'a pas posé de questions. Il a dit oui. M'a dit de porter un smoking et d'arriver tôt. Il a dit qu'il me ferait entrer lui-même. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis arrivé 1 heure avant le programme principal, j'ai eu mon badge et j'ai franchi les portes vitrées comme si j'avais tout à fait le droit d'être là. De la même manière que j'étais entré dans la soirée sur le toit terrasse 2 semaines plus tôt. Sauf que cette fois, je n'étais pas invisible.
Les gens me saluaient, souriaient, engageaient la conversation. Émile m'a présenté à 2 cadres et s'est éclipsé. Je n'ai pas eu à chercher loin pour trouver Marion. Elle se tenait près du bar ouvert avec un verre de vin dans la même robe noire qu'avant. Son sourire parfaitement étudié jusqu'à ce qu'elle se retourne et me voie. Elle s'est figée, son sourire a vacillé. Et puis, et je jure que ça s'est passé au ralenti, Didier s'est approché d'elle et lui a tendu un autre verre. Elle l'a pris, toujours en me fixant, et sa main a tremblé juste assez pour renverser une goutte sur son poignet. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste hoché légèrement la tête et je me suis détourné. Cette nuit-là, je ne lui ai pas adressé un mot. Je l'ai laissé vivre dans la tension, la confusion, le dénouement, parce que maintenant, c'était elle qui était observée. C'était elle qui n'était pas à sa place. Et je ne faisais que commencer. 2 jours après le gala, Marion s'est présentée à mon hôtel. Pas à la maison, pas avec un texto ou un appel. Elle est venue à la réception, a demandé après moi par mon nom, et quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, elle ne ressemblait en rien à la femme de cette fête. Pas de vernis, pas de talons de femme de pouvoir. Elle se tenait là en ballerine et avec un cardigan froissé, serrant son téléphone comme s'il allait tomber en morceaux dans ses mains. « Il faut que je te parle », a-t-elle dit. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis sorti à la place. Nous avons fini assis sur un banc dehors, à côté d'une rangée de poubelles débordantes et d'un parc-mètre cassé. Très raccord avec l'état de notre mariage. Elle n'a pas parlé pendant la première minute, fixant simplement ses mains, tournant la bague qu'elle ne portait plus. Puis elle a dit, « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment au gala. » J'ai gardé ma voix neutre. « Tu pensais que j'allais rester caché pendant que tu le paradais. » Elle a tressailli. « Je ne paradais personne. Tu ne l'as pas empêché d'agir comme ton mari devant tes collègues. Je suis presque sûr que ça compte. » Elle a expiré brusquement. « Tu ne comprends pas la pression que je subis. Voilà le script. » J'ai failli rire. « Non, Marion, ai-je dit. C'est toi qui ne comprends pas les dégâts que tu as causés. Tu as menti. Tu as trompé. Et tu n'as commencé à t'en soucier que lorsque ça a commencé à menacer ton image. » Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ce n'était pas censé être. Quoi? Les jeux interrompus. Ce n'était pas censé être réel? Ce n'était pas censé s'effondrer? Elle a secoué la tête et pendant une seconde, j'ai cru voir de la culpabilité. De la vraie culpabilité. Mais ensuite est venue une phrase à laquelle je ne m'attendais pas. Ils enquêtent sur lui maintenant. Cela m'a fait marquer une pause. Quoi? Didier. Quelqu'un a soumis un rapport anonyme au RH sur son comportement avec les subordonnés. Relations inappropriées. Conflit d'intérêts. Ils l'ont déjà convoqué. Et maintenant? Maintenant il pose des questions sur moi. Je n'ai rien dit. Elle m'a fixé avec de grands yeux furieux. C'est toi qui as fait ça? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Sa respiration s'est accélérée. Ça pourrait ruiner ma carrière. J'ai penché la tête. Un peu comme tu as ruiné notre mariage. Elle s'est levée, faisant les 100 pas maintenant, ses mains s'agitant. D'ailleurs, tu ne comprends pas, Étienne. Tu as toujours vécu discrètement. Tu te fiches de ce que les gens pensent, mais moi, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. J'ai dû me battre pour être prise au sérieux. Et une erreur, une décision stupide, et tout pourrait s'effondrer. Je me suis levé aussi. Donc, c'est moi l'erreur. Elle n'a pas répondu. Et ce silence m'en a dit plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, j'ai reculé. Tu devrais partir maintenant. Elle s'est figée. Étienne, s'il te plaît. Je ne vais pas détruire ta vie, Marion. Tu te débrouilles très bien toute seule pour ça. Mais ne viens pas ici en attendant de la sympathie parce que le bazar que tu as créé a finalement commencé à tacher tes chaussures. Elle n'a pas pleuré. Je pense qu'elle voulait le faire, mais elle s'est juste retournée, a marché lentement vers sa voiture et est partie sans se retourner. En regardant ses feux arrière disparaître, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin, du soulagement. Parce que pour la première fois,
elle n'était plus le mystère que je ne pouvais pas résoudre. Elle était juste une autre personne qui avait construit tout son monde sur un mensonge et qui avait finalement épuisé les gens pour y croire. 3 jours après qu'elle se soit présentée à mon hôtel, j'ai reçu un message d'un de ses anciens collègues. Pas un ami proche, juste quelqu'un que j'avais rencontré une fois à un barbecue des années auparavant. Il s'appelait Kevin, et il était dans le département de Marion avant d'être muté. Le message était court, désinvolte même, mais ce qu'il a écrit m'a fait me redresser dans mon lit. « Salut mec, je ne cherche pas à remuer le couteau dans la plaie, mais le bruit court. Le nom de ta femme est mentionné dans l'enquête. » Apparemment, l'entreprise avait ouvert une enquête formelle après que Didier ait été signalé pour inconduite. La plainte anonyme ne le concernait pas seulement lui. Elle mentionnait un schéma de favoritisme et de comportement inapproprié impliquant des cadres supérieurs et des employés juniors sélectionnés. Marion était nommée, pas directement au début, mais suffisamment de personnes avaient été témoins des moments discrets, des verres après le travail, des conversations secrètes en salle de conférence. Marion, qui avait autrefois soigneusement contrôlé chaque détail de son image, devenait maintenant le centre des campagnes de rumeurs. Et le pire pour elle, personne ne la confrontait directement. Ils prenaient juste leur distance. Ses amis du travail ont cessé de répondre aux appels. Elle n'a pas été invitée au déjeuner d'équipe hebdomadaire. Une grande présentation client qu'elle était censée diriger a été confiée à quelqu'un d'autre. Je ne me sentais pas victorieux. Pas vraiment. Regarder quelqu'un sombrer n'est pas aussi satisfaisant que les gens le pensent. Mais je ressentais autre chose. Comme si la justice avait un battement de cœur. Pas fort, pas flashy, mais régulier. Ce week-end-là, je suis retourné à la maison, non pas pour y rester, juste pour récupérer le reste de mes affaires. La maison était silencieuse. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de me faufiler dans l'espace de quelqu'un d'autre. J'ai fait mes cartons lentement, méthodiquement, ne prenant que ce qui était à moi. J'ai laissé la photo de mariage sur la cheminée, non par sentimentalité. Je n'en voulais tout simplement plus. Alors que je fermais à clé, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le comptoir de la cuisine. Un carnet, ouvert, l'écriture de Marion, des pages et des pages de journal intime frénétique. Certaines lignes étaient rayées si violemment que le papier était déchiré. Je sais que je n'aurais pas dû le lire. J'ai failli ne pas le faire, mais la curiosité est une chose cruelle. Elle avait écrit sur la fête. Le moment où je suis entré, le silence, l'humiliation, pas la mienne, la sienne. Elle a écrit qu'elle s'était sentie exposée, comme si sa vie soigneusement gérée s'était fissurée. Elle a mentionné comment Didier avait commencé à prendre ses distances après cette nuit, comment les RH l'avaient convoqué, comment elle ne pouvait pas dormir. Et vers la fin, une ligne s'est démarquée. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il est juste parti. Et d'une manière ou d'une autre, ça faisait plus mal que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. J'ai fermé le carnet et je l'ai laissé là où je l'avais trouvé. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai répondu par habitude. C'était Didier. Sa voix était tranchante, défensive. Il m'a dit d'arrêter d'interférer dans des choses que je ne comprenais pas. Il a dit que Marion était en train de sombrer et que j'avais fait passer mon message. Je l'ai laissé divaguer pendant 1 minute entière. Puis j'ai dit calmement, je n'ai encore rien fait. Il a essayé de paraître menaçant, mais on pouvait l'entendre. Le désespoir sous son arrogance. Sa réputation s'effondrait. Et la mienne, je n'en avais pas à protéger. Cela me rendait dangereux d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Je lui ai raccroché au nez en plein milieu d'une phrase. Marion avait essayé de m'effacer de son nouveau monde. Maintenant, ce monde la rejetait, un geste silencieux à la fois, et je n'avais pas fini. L'email officiel est arrivé un mercredi. Une brève déclaration formelle de l'entreprise où travaillait Marion. Elle n'y était plus employée. Séparation à l'amiable en raison d'une restructuration interne, disait-il, mais je savais ce qu'il en était. Tout le monde dans son monde le savait. Didier avait été renvoyé la semaine précédente, et les retombées avaient balayé leur département comme une traînée de poudre. Quel que soit l'empire qu'ils construisaient ensemble, il s'est effondré en silence, non pas avec des titres scandaleux, mais avec des portes fermées et des regards froids. Je n'ai pas cherché à la contacter. Je n'ai pas jubilé.
Je n'ai pas posté de citations énigmatiques en ligne ou partagé des leçons apprises. J'ai simplement avancé. 2 mois plus tard, j'ai signé le bail d'une petite maison à 2 villes de là. Rien de grandiose, mais j'avais un petit Porsche, un jardin tranquille et un garage qui ne sentait pas le moisi. Je l'ai meublé moi-même. Chaque article était quelque chose que j'avais choisi. Pour la première fois depuis des années, l'espace dans lequel je vivais me semblait vraiment appartenir. J'ai aussi commencé à travailler en freelance, du conseil pour de petites entreprises manufacturières qui avaient besoin d'aide en logistique. C'était sans glamour mais stable, et surtout, c'était à moi. J'ai arrêté d'attendre que la version du succès de quelqu'un d'autre me définisse. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle s'appelait Isabelle. Elle travaillait au centre communautaire où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, aidant les enfants avec leurs devoirs et des projets de robotique. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil. Elle n'était pas le centre de l'attention, mais elle écoutait quand les gens parlaient. Elle se souvenait de petites choses. Elle riait facilement. Et quand je lui ai dit nerveusement un soir, devant des plats à emporter, que je sortais tout juste d'un mariage désastreux, elle n'a pas sourcillé. Elle a juste hoché la tête et a dit, « Tu as le droit de recommencer à zéro. » Et c'est ce que j'ai fait. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. La confiance ne repousse pas du jour au lendemain. Mais Isabelle ne m'a jamais demandé d'être autre chose que ce que j'étais exactement. Et cela, plus que tout, m'a guéri. J'ai eu des nouvelles de Marion une fois de plus. Elle m'a envoyé un email quelques mois plus tard. Elle a dit qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle regrettait la façon dont elle avait géré tout ça. Qu'elle espérait que j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère. Je ne l'étais pas, mais parce que je n'avais plus rien à lui donner. J'avais déjà tout donné et ça avait été jeté. Comme un reçu pour quelque chose qu'elle n'avait jamais eu l'intention de garder. Maintenant, quand je repense à cette nuit sur le toit terrasse, au moment où elle lui a souri comme si je n'existais pas, je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la distance, comme si c'était arrivé dans une autre vie. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Dans cette nouvelle vie, c'est la mienne.